Tout d'abord, je voudrais m'excuser du retard. C'est 4 heures de retard, je crois, de l'heure prévue. Je n'ai pas l'habitude, il faut que vous sachiez que je n'ai pas l'habitude de faire du retard. Mais là, je subis un cas de force majeure. Il faut que vous sachiez que je suis soumis à un contrôle judiciaire 3 fois par semaine à 600 km de chez moi. Et c'est une mesure qui n'a jamais été prise en Algérie. Soumettre quelqu'un à un contrôle judiciaire déjà 3 fois par semaine, c'est vraiment exceptionnel. Et à 600 km de chez lui, c'est de la folie. Et pour ça, je dois signer tous les dimanches, mercredis et jeudi au tribunal de Orléans. Au début, c'était 2 fois par semaine, et au cours de cette semaine, ils ont ajouté le jeudi. C'est la raison pour laquelle les bâtonniers se sont réunis aujourd'hui à Alger. Ils m'ont appelé hier soir, ils m'ont dit il faut que tu sois présent à 10 heures, donc l'heure de mon départ pour venir à Roukas. Et je ne pouvais pas ne pas être présent. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas venir ici, parce que pour moi c'est un défi. J'ai très bien compris le message des gens qui m'ont soumis à ce rythme infernal. C'est 2 choses très importantes. La première chose, c'est de me fixer à Bardaya. Ils ne veulent plus me voir rôder à travers les différents pays, différentes villes de l'Algérie, sachant que moi j'habite à Alger et j'ai mon cabinet à Boumerdès. Le deuxième objectif de ce contrôle judiciaire, c'est que je ferme un peu ma gueule, que j'ai l'habitude d'ouvrir beaucoup, peut-être, et de dénoncer beaucoup de choses. Alors pour moi, le défi, c'est quoi? C'est de respecter les décisions de justice que je trouve injustes et de continuer à vivre le plus normalement possible, comme je le peux. Et donc, pour moi, c'était primordial de venir à Roukas, même si je devais arriver à minuit. Il fallait que je vienne, il fallait que je vive normalement. Et je pense avoir les ressources mentales surtout et physiques pour organiser toute cette situation qui devient de la résistance. Ça, c'est juste pour vous dire que je m'excuse énormément pour les 4 heures de retard que j'ai fait, et je suis très honoré d'être parmi vous, et je vais essayer d'échanger un peu. C'est un honneur pour moi de venir à Roukas. J'ai toujours entendu parler du café littéraire de Roukas, et donc c'est immense. C'est un espace de liberté d'expression, c'est un espace d'échange intellectuel, plein de noms de grandes valeurs sont passés par Roukas. J'ai lu beaucoup de commentaires, et donc c'est un honneur pour moi. J'ai choisi le thème de la situation politique du pays et la place de la justice. Je n'ai pas voulu dire le rôle, mais la place de la justice. Pourquoi? Parce que moi, je suis à l'intersection des deux. Ce qui se passe au sein de l'institution judiciaire, étant donné que je suis un avocat et je ne sais pas si je vais dire j'ai la chance ou j'ai le malheur peut-être d'être témoin de tous les dépassements qui se font au nom de la loi. Et en même temps, j'ai aussi la chance d'être un témoin de cette dynamique qui est en train de se mettre en place.
Je vais essayer d'être très direct et de dire ce que je pense réellement de tout ce qui se passe. Je vais faire une petite introduction et après, je préfère qu'il y ait un échange. Donc, qu'est-ce qui se passe en Algérie aujourd'hui? Selon ma propre petite analyse, il se passe que, au sein du pouvoir, il y a des gens qui ne méritent pas les places qu'ils occupent. Il y a juste avant le 22 février une société qui était démissionnaire. Je pense sincèrement que la société était démissionnaire. Il y avait des initiatives, des uns et des autres, quelques groupes, des gens qui y croient encore, mais grosso modo la société, elle était démissionnaire. Mais une chose que peut-être on n'a pas vu venir, c'est que au sein aussi du pouvoir, il se pourrait qu'il y ait un noyau résistant qui résiste au pouvoir mafieux, si vous voulez. Il se pourrait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude que les Algériens sortent contester et que les services de sécurité ne les reprennent pas. Ça, c'est la loi. Mais on n'a pas l'habitude que les forces de sécurité respectent la loi. C'est très bien. Ils respectent. Ils laissent les gens manifester. C'est tant mieux pour nous. Nous savons que les gens qui sortent tous les mercredis, tous les vendredis et parfois les mardis pour les étudiants, et comme ça, parfois par classe sociale ou professionnelle, comme l'ont fait les avocats et les juges, etc. On n'a pas l'habitude de voir des gens manifester et que les forces de sécurité ne répriment pas en général. Parce que parfois il y a quand même certaines... Bon, c'est un peu comique de voir que un jour on a essayé de faire quelque chose, c'était je crois jeudi, et un policier est venu nous voir et nous a dit « Mais pourquoi vous vous rassemblez ici, c'est pas le vendredi ?» Donc c'est devenu comme un code, c'est-à-dire on peut manifester les vendredis, pas les autres jours de semaine. Bon, mais on prend ce qu'il y a, et puis... il y a un désaveu du système. Personnellement, moi je ne suis pas satisfait par ça. Pourquoi? Parce que je trouve que le problème, le mal est très très profond. Pourquoi? En 62, quand le régime colonial a cédé devant la pression de la guerre de libération, de la révolution, l'équipe qui a remplacé le régime colonial, elle a hérité du même, on va dire, même pas découpage administratif, on va dire de la même architecture de l'État jacobin, et de la même, du même dispositif légal, les mêmes lois. Et le pire, c'est qu'avec les mêmes pratiques, la répression comme pratique principale pour gérer la société. Et ils ont juste remplacé le modèle de société proposé par l'administration coloniale par un autre modèle créé par un groupe qui pensait que tous les Algériens devaient être exclusivement des Arabes et des musulmans malikites. Ce n'est pas des Arabes et des musulmans, c'est des Arabes et des musulmans malikites. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je ne suis pas malikite et mes semblables à Ardaya souffrent de cette différence. C'est-à-dire si en Kabylie, les gens de la Kabylie souffrent
du fait qu'ils ne soient pas arabes et qu'ils trouvent de la difficulté à défendre leur identité amazigh en Mzab, c'est doublement sanctionné parce que les Mzabites ne sont ni arabes ni mélikites. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont musulmans pour eux, parce que s'ils n'étaient pas musulmans, ça aurait été peut-être encore pire. Donc, à partir de là, quand en 62, l'équipe qui avait pris le pouvoir par la force, et qui avait fait le choix de reconduire la même architecture de l'État, le même découpage, le même raisonnement d'organisation d'un État, le même dispositif légal et les mêmes pratiques, avec un modèle choisi et imposé à tous les Algériens, ça ne pouvait jamais marcher. La seule chose qui a fait durer ce régime, c'est la rente, c'est-à-dire le pétrodollar. On pompe et on vend, on ramène de l'argent, on distribue pour calmer, pour faire semblant que la chose fonctionne. Or, ça n'a jamais fonctionné correctement, sur tous les plans, économique, social, culturel, politique, tout. Une sociologue, éminente sociologue, je respecte beaucoup, Fatma Zohra Al-Siddiq, avait dit qu'en 70, on nous avait promis un nouvel homme algérien qui va être produit par l'école algérienne. Et elle dit, on a attendu longtemps pour voir ce nouvel homme algérien qui va être le produit de l'école algérienne, et il a commencé à dominer toute la scène à partir des années 90. C'était qui? Cet nouvel homme algérien, c'était le travailliste. Bi'oucheri, n'importe quoi. En politique, c'est le travail. En sport, c'est le travail. Même en religion, c'est devenu du travail. En culture, kiff-kiff. La seule valeur est devenue la monnaie. Pour occuper quelque chose. Donc, c'est la faillite et la situation actuelle, elle est tout à fait normale. La seule chose qui m'inquiète personnellement, c'est le fait d'essayer de remplacer une équipe dont tout ce système en panne, un système qui est mort-né, qui est né mort, par une autre équipe, même s'il s'agit d'hommes honnêtes. Si vous ne changez pas la machine, vous n'irez pas loin. Nous avons des problèmes de fond. Il faut les traiter correctement. C'est pour ça que je pense, pour cette dynamique qui n'est pas encore arrivée au stade de révolution. Moi, je déteste le mot Hirak. Ça n'a aucun sens. Hirak, c'est un petit mouvement. Non. Il s'agit pour moi d'une révolution qui n'a pas encore démarré. C'est des prémices d'une révolution. C'est une prise de conscience collective de la société que quelque chose ne va pas ou que rien ne va plus et qu'il faut aller en profondeur pour mettre en place un système politique qui convient à tout le monde et où tout le monde peut se retrouver et être à l'aise. Il s'agit de ça. Donc, mon souhait le plus cher, c'est de voir cette révolution démarrer réellement. Attention, révolution ne veut pas forcément dire violence. Je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de violence, parce que, je ne vais pas vous mentir, avant le 22 février, moi j'étais certain,
comme je le suis maintenant, que ça ne marche pas, j'ai des convictions dans ce domaine. Et je disais à mes proches que moi j'ai peur qu'il y ait un éclatement de la société, qu'on va vers une violence qui va être incontrôlable. Pourquoi? C'est très simple. Un système politique qui ne convient pas à une société, si cette société ne se met pas au travail pour le changer avec détermination, quels que soient les moyens qu'elle utilise, mais elle va au charbon et elle travaille pour changer le système politique et avec détermination. Et je ne vais pas utiliser d'autres termes. Si ça ne se fait pas, et si ce système pompe tout seul, c'est le chaos. Il ne faut pas qu'un système politique qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, même s'il avait fonctionné et qu'il tombe en panne, ou alors qu'il démarrait comme le système algérien, en fait, on n'a jamais atteint les objectifs de la révolution. Il ne faut pas se mentir. Les gens disent, les gens qui ont libéré le pays. Il faut bien lire la proclamation de Nouméa. Et il ne faut jamais faire la séparation entre les deux documents de base, Novembre et la Soumane. Mais, pour parler des objectifs de la révolution, ils sont bien dictés, ils sont bien énoncés dans la proclamation de Novembre. Et je vais le dire en arabe parce que c'est comme ça que je le maîtrise le mieux, parce que je n'ai pas encore vu la version, enfin, je n'ai pas trop travaillé sur la version française. Il était dit dans l'objectif principal, 2 points. إنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة وفق المبادئ الإسلامية. مليان دوزيام بوان احترام كل الحريات الأساسية دون تفرقة عرقية ودينية. Ce deuxième point, il manque que la gomme pour enlever le document. On ne le prononce jamais. Le régime a carrément fait exprès, et tous les partis qui sont au pouvoir ou qui rôdent autour du pouvoir, ils le font exprès. D'ailleurs, Macri, qui est président de Hamas, a dit, il y a de ça, je crois, 2 mois, أهداف نوفمبر إنشاء دولة اجتماعية ديمقراطية ذات سيادة وفق المبادئ الإسلامية نقطة وغلق الكتاب. Non, ça n'a jamais été comme ça. Je trouve même que le deuxième point est beaucoup plus important que le premier. Et quand on voit au premier point, le mot mabadi islamien vient au dernier. Je dirais, moi, peut-être que c'est la dernière priorité, et je pense que les gens qui l'ont mis, ils l'ont mis par une pratique de diplomatie, parce qu'il y avait une culture des gens qui se réfugiaient dans la religion pour un peu les attirer, ou pour les calmer, ou pour les intéresser par ce projet. Je pense que ce n'était pas l'objectif principal. D'ailleurs, c'est dit selon les principes de l'islam. Et les principes de l'islam, c'est des principes universels. C'est la justice sociale, c'est l'équité, c'est tout ça. Donc, si ça est l'objectif de la révolution, en ce moment-là, le régime colonial était seulement un obstacle devant ceux qui avaient comme objectif d'installer un État moderne, on va dire. Donc, le fait de mettre dehors le régime colonial, c'était une phase, c'était pas l'objectif. Mais une fois le régime colonial était parti, on n'a jamais travaillé pour atteindre l'objectif. Donc, tout reste à faire. Tout reste à faire. Maintenant, la place de la justice dans cette dynamique, je vais appeler
parce qu'on n'est pas encore, à mon sens, on n'est pas encore arrivé au stade de révolution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que il y a un groupe on m'a posé cette question à Gère. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pensez vraiment que le fait que tous les Algériens sortent et par un vendredi dire le même slogan partout à travers... vous pensez vraiment que c'est spontané? Vous ne pensez pas que ça soit un peu organisé d'une façon discrète pour... il voulait peut-être dire pour gêner un clan qui veut gêner un autre clan? Moi je lui ai répondu, écoutez, je m'en fous que ça soit organisé ou pas. C'est une occasion à moi pour profiter, pour essayer d'apporter quelque chose et d'aller vers un changement. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est pour ça que je dis, c'est une dynamique, c'est pas encore une révolution. Bon, c'est intéressant de voir, par exemple hier, des gens crier « Gaïd Saleh dégage ». On n'a pas peur du général qui gouverne, parce que l'Algérie a toujours été gouvernée par un militaire. Le militaire le plus puissant actuellement, même, enfin, peut-être en façade, mais de toute façon c'est le seul qui est en train de faire des discours. Il fait 3 discours, même on a l'habitude de le voir menacer, ou faire reloir, mais ils lui ont écrit ça, tu menaces mardi, tu jettes des fleurs mercredi, tu fermes les routes vendredi ou le jeudi. Ça devient... Bon, ça symbolise la résistance du régime face à un changement. Mais la rue, une chose est certaine, la rue a de l'influence. On n'aurait jamais vu un 5e mandat abandonné par le régime, on n'aurait jamais vu la date du 18 avril annulée, et peut-être même celle du 4 juillet, parce qu'aujourd'hui Gaïd Saleh dit qu'il faut tenir des élections le plus tôt possible, alors qu'il a une date, donc ça veut dire qu'il commence à céder sur ça. On n'aurait jamais vu ça s'il n'y avait pas la rue. Maintenant, la question de la rue, elle est manipulée, pas manipulée. Je pense que même si elle était manipulée, la rue peut maintenant se prendre en charge et imposer. Dilem avait dit pour 88, nous savions ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas ce qu'on voulait. Actuellement, je pense qu'on est dans la même situation. C'est tous les Algériens qui ne veulent pas ce régime, mais dès que vous posez un nom, vous pouvez voir tout de suite les divergences. Alors je pense qu'il faut, avant de dire qui va gouverner, il faut d'abord qu'on se mette d'accord quel type de projet de société qu'on veut. Moi j'ai proposé, maintenant c'est tout le monde qui font des propositions, moi j'ai ma proposition. Ma proposition, c'est pas de quelle est la forme d'organisation ou quel est qui va gouverner ou quelle équipe, etc. Non. Ma proposition, c'est très simple. Je pense que il y a eu tellement de mal dans ce pays, il y a tellement eu de crimes depuis, on va dire, depuis au moins 62, ce que le régime peut assumer. La révolution agraire, les assassinats politiques, toutes les, j'allais dire, des grossièretés, toutes les mascarades qu'on a connues, on ne peut pas changer un système par un autre système si on ne se dit pas la vérité. Donc il faut, avant tout, ouvrir tous ces dossiers. Il faut une justice de transition. Et que cette justice de transition soit sérieuse. Et qu'elle ouvre absolument tous les dossiers sans exception. Qu'on sache ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Et pourquoi et comment? Après, ça peut prendre quelques années comme ça peut prendre quelques décennies. Après ça, on pourrait, ou en parallèle, parce que le point cardinal de n'importe quelle organisation sociale, c'est la justice.
C'est garantir aux gens que leurs droits sont protégés. Et que s'il y a n'importe quel problème, il y a une institution qui peut rétablir les choses comme elle peut le faire, et que cette institution, qu'elle ait la confiance de tout le monde et qu'elle apporte les garanties d'agir quel que soit l'adversaire de celui qui connaît des problèmes. Donc, si on commence par la justice de transition, pour ouvrir tous les gros dossiers, et l'ouverture de tous les espaces, laisser les gens s'exprimer librement, et débattre de toutes les idées, sans aucune exclusion, sauf l'usage et l'emploi de la violence. La seule chose à ne pas admettre, on ne peut pas dire aux gens de s'éveiller. Si on met tout sur une table, je suis certain qu'on trouvera la forme de l'État qui convient à tous les Algériens. Qu'on puisse construire ensemble. Ça, je pense, ma façon de voir la place de la justice maintenant dans cette dynamique. Une justice qui vient sous aile générale. Je ne comprends pas pourquoi Gaël Saleh dit moi je garantis la justice qu'elle va faire son travail correctement. Mais s'il s'agit de toi, alors comment on va faire? Là, si je dis que Gaël Saleh, il faut qu'il soit poursuivi. Mais c'est lui le garant de la justice, donc c'est lui le bon Dieu maintenant. On ne peut pas agir contre eux. J'aurais aimé entendre la justice dire on garantit au peuple et à chaque personne de réagir quel que soit c'est-à-dire quel que soit le problème, on va dire, et la personne, même s'il s'agit d'un juge, parce que là, si on met la justice au premier niveau, les gens les plus puissants vont être un juge. Et là, j'aurais aimé entendre le système judiciaire, pas une personne, le système judiciaire, dire qu'on est là pour agir, même contre un juge. De toute façon, je n'ai pas entendu Gaël Saleh dire on est là pour agir, même contre un général. Il a dit on a agi contre des généraux. C'était avant que la justice ne soit indépendante, je pense. Alors donc, ce système judiciaire qui vous met en prison parce que vous avez écrit quelque chose sur Facebook. Est-ce que vous savez aujourd'hui que depuis le 22 février, aucun Algérien n'a été poursuivi pour ses écrits sur Facebook, sauf un groupe de Mouzabites. Je dis Mouzabites, pas les citoyens d'Oradea, parce que dans Oradea, c'est une communauté mixte, il y a des Mouzabites, il y a des non-Mouzabites. Les seuls qui ont été mis en prison, nous avons Khakem El-Din, nous avons Haj Brahim Ouf, ils sont en prison. C'est leur 35e jour de grève de faim aujourd'hui. Et leur avocat, moi-même, j'ai failli être mis en prison si ce n'était pas la mobilisation de la corporation des avocats. Alors, moi, j'étais arrêté à Alger, emmené à Oradea par la police, pour être incarcéré sur ordre du procureur général d'Oradea, parce que les avocats ont menacé de faire une grève illimitée si leur confrère est mis en prison, que le ministère a agi, et je le dis, parce que des gens pensent que moi j'ai pas de tabou, j'ai dénoncé, le procureur général d'Oradea a fait un communiqué, il a dit, un fonctionnaire, un cadre du ministère a exercé des pressions sur le juge d'instruction pour libérer Maître Labous, il a dénoncé, et j'ai dit, je confirme qu'il y a eu de la pression sur le juge d'instruction, parce que quand il m'auditionnait, avant de me dire quelle va être ma position, il m'a demandé de quitter la salle pour qu'il puisse réfléchir. C'est la première fois que ça m'arrive.
de voir un juge d'instruction réfléchir et de demander à son client et à ses avocats de quitter la salle pour réfléchir. Ça lui a pris un quart d'heure. Mais moi, j'ai dit au procureur général, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu une pression, mais il y a deux choses. Qui a dit que la pression c'était pour me libérer sachant que je n'étais pas en détention? Et le procureur ne pouvait pas connaître l'intention du juge d'instruction avant de le dire. Ce qui fait que je suppose que le procureur général avait obtenu des garanties de façon illégale par ce juge d'instruction de me mettre en prison, et qu'effectivement il y a eu un coup de fil pour lui dire faire quoi, qu'il a agi en me mettant sous contrôle judiciaire. Mais j'ai dit en même temps, moi je dis qu'il y a eu pression pour me mettre sous contrôle judiciaire, parce que ma situation ne nécessite ni contrôle ni dépôt. La question c'est quoi maintenant? Pourquoi monsieur le procureur général, qui a vu un cadre du ministère violer la loi, n'a pas engagé une poursuite contre ce cadre? C'est ça la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, vous devriez engager des poursuites immédiates, et si vous ne le faites pas, moi je le fais. Et effectivement, j'ai déposé une plainte contre le juge, enfin contre le procureur général, que j'ai considéré comme complice dans cette histoire, parce que dans son communiqué, il dit des pressions exercées à travers le parquet. C'est un cadre du ministère a appelé un procureur, il lui a demandé de transmettre la pression au juge. Donc le procureur devient complice. Alors, moi j'ai déposé une plainte contre le procureur général de Rojdeia, et contre X, à déterminer par celui qui va instruire cette affaire pour retrouver tous les éléments. Je raconte cet exemple pour vous dire que la justice est très très loin d'être indépendante pour agir en couverture et garantir les droits tels que le prétend Gaïd Saleh. Bien au contraire, nous avons le sentiment très fort qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire, la justice en Algérie, agit pour trouver les équilibres du pouvoir qui est en train de se déséquilibrer, et du coup, régler certains comptes. Pourquoi? Quand vous mettez des hommes d'affaires, vous appelez des hommes d'affaires, parce que l'essentiel maintenant des poursuites, c'est des arrestations, pas des poursuites, c'est contre les hommes d'affaires. Moi, je pense tout simplement que vous agissez sur les conséquences. Il faut agir sur les causes. Les causes, ce sont les hommes politiques qui ont permis, s'il y a des dépassements, c'est Bouteflika et Saïd et Gaïd et qui d'autre, je ne sais pas, Toufiq ou Yahya, Ammar Ghoul, Shakib Khalil, l'autre qui était... Parce qu'il ne faut pas oublier la classe politique qui a fait du mal au pays. L'ex-premier ministre qui était là. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Ce sont ceux-là qui ont fait les lois. Et ce sont ceux-là avec ceux-là qu'il faut commencer. Il faut commencer avec cette classe politique. C'est ça la cause. Après, quand vous finissez avec la cause, vous pouvez traiter les conséquences. Ça vient tout seul. Et puis nous, on a besoin de notre argent avant tout. Parce que, puisque Gaïd, il parle, pas seulement ça, il parle, il me dit, de je sais pas quoi, et si j'ai pris des milliards d'euros dans des comptes à l'étranger. Après, on parlera de qui a fait quoi. C'est des centaines de milliards de dollars. On parle de 1000 milliards de dollars. C'est des chiffres
Voilà donc, voilà comment je vois les choses. Cette dynamique est la place de la justice, pas le rôle dans cette dynamique. Maintenant, si vous voulez qu'on échange, je suis là. Encore une fois, je m'excuse pour le retard. Alors, pour monsieur Rabhi, pour faire de la politique, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut qu'on se comprenne. Comment des gens qui ne savent pas parler la langue d'une région peuvent-ils gouverner? Effectivement. Mais dans des situations comme ça, il y a quand même des situations comiques. J'ai lu dans un petit livre de, je crois, un ex-général, un livre qu'il a. Ouais. Un livre intitulé Histoire de pouvoir. Dans ce livre, il écrit: je ne comprends pas pourquoi un wali kabyle qui est installé en Kabylie parle aux citoyens kabyles en arabe et il attend d'eux qui lui répondent. Ça, c'est l'aberration. Le pire dans des histoires comme ça, c'est que vous fondez un système que vous voulez l'imposer, vous voulez créer une société, vous voulez effacer une société et créer une autre société. Ça ne peut pas se faire. Et tout ce qui ne va pas dans cette façon de voir les choses fait des dégâts. Vous ramenez des gens qui ne comprennent pas seulement la langue. Omza, par exemple. C'est une région que je connais bien parce que mes origines sont du Omza, mais j'ai travaillé beaucoup de dossiers là-bas. Vous avez des wali, vous avez des responsables politiques, même s'ils sont dans le domaine de la justice, ça reste des responsables politiques. Il n'y a qu'à dire le communiqué du procureur général à l'occasion de mon arrestation pour comprendre que le monsieur fait beaucoup plus de politique et pas du tout de judiciaire. Ce sont des gens qui peuvent parce que les Mozambiques maîtrisent un peu l'arabe, par le fait qu'ils côtoient des arabes et qu'ils ont des écoles privées, ils apprennent l'arabe classique, etc. Ils peuvent échanger. Mais quand vous ramenez des gens, je ne sais pas, de Stikda ou de Doron, de Tamarast, ou je ne sais pas, même de Kabylie, et vous ramenez dans une situation, dans des régions comme le Lemza, avec toutes les spécificités qu'a cette région. Et vous leur donnez un plan d'action d'urbanisation, c'est tout. Il faut construire, il faut construire, il faut construire. Ils sont fous de vos coutumes, de vos traditions. Parfois, ils prennent même ça pour des faiblesses, pour des choses qu'il faut éradiquer. À la limite, il y a des gens qui ne font rien, mais il y a d'autres qui mènent un combat pour détruire des spécificités comme ça, en les considérant étranges à la société, alors qu'elles existent avant que même l'Algérie n'existe. Donc, il y a un problème de fond. Il faut que les populations choisissent leurs dirigeants. Il faut qu'ils les choisissent. On s'en fout qu'ils les choisissent localement ou qu'ils les importent d'une autre région. Il faut qu'on ait le droit de choisir l'autre. Je ne vais pas appeler notre wali. Il faut qu'on choisisse la personne qui va représenter l'État local. Celui qui va gouverner local. Il faut qu'il soit choisi. Celui qui va assurer, qui va s'attacher qui va s'occuper de la sécurité. Il faut qu'on le choisisse. Celui qui va s'occuper de la justice, il faut qu'on le choisisse. Et il faut qu'on trouve les moyens d'installer un système politique qui nous permet de faire ça.
il y en a marre de subir. Est-ce que vous savez que depuis 62, tous les responsables mutés au sud, ils le sont par mesure disciplinaire. C'est les plus mauvais. Pour les sanctionner, selon la faute. Si c'est une grande faute, ça peut être Jilfa. Si une faute un peu plus grave, droite. Sinon, Raldaya, alors il a vraiment le Kamarast ou le Janet. D'ailleurs, ils le disent, les responsables. On a une bête qui place tu vas pourrir. Ils le disent comme ça. Que ce soit les juges, les policiers. Et au fait, on ne sanctionne pas les responsables, on sanctionne le peuple. Et puis, ils ramassent les meilleurs de ces sociétés, de ces cadres. Ils les ramassent, ils les mettent dans des endroits. Bon, on ne va pas dire mais c'est comme ça qu'on a détruit le pays. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui font du gaz de schiste et qui font des désastres. Allez-y, moi j'ai une remarque. Une fois, j'allais plaider à Tabarast, c'est un désastre. J'ai vu un responsable, je le dis, un responsable dans le palais de justice, je ne vais pas dire son grade c'était quoi, il nous a demandé pour prendre un café. En prenant un café, il a traité la population de Tabarast d'animaux. J'étais révolté, moi. Comment tu viens d'Alger, tu viens ici, et parce que ce sont des gens qui sont différents de toi, que tu classes en animaux. Toi, tu es à Villa, et tu es logé, nourri, et les autres, ils n'ont même pas d'économie, ils vivent par le Prabello parce qu'ils n'ont aucune source qui peut leur permettre de travailler. Il y a le pétrole qui se vend moins cher en Algérie, ça leur permet de faire un peu d'argent, c'est des commerçants, ils trouvent ça normal, et moi-même je trouve ça normal. Laisse-moi faire ériger une économie, je travaille. Tout est interdit, après tu leur dis donc, tant que le peuple n'a pas le droit de choisir ses représentants, et dans tous les domaines, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas seulement une question, c'est vrai que c'est une question de communication. On le communique, même si on peut comprendre la langue, on ne sait pas communiquer. On communique très mal. Et à partir du moment qu'on ne communique pas, ceux qui ont une autorité, on abuse pour faire des désastres. Après que l'immunité, il est parti, on le retrouve à Paris, avec un appartement, une retraite de luxe, ou le désastre. La deuxième, les droits non respectés, bien sûr. Mais si les droits étaient respectés, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Vous avez, je vous donne un petit exemple. Il y a des textes qui sont interprétés contrairement à les gens, vraiment dans le sens inverse de ce qu'ils veulent dire. Et ça devient une règle générale. Je prends l'exemple des Ahmadis, par exemple. Les Ahmadis, ce sont des gens qui ont une croyance qui est différente de la croyance du ministre. Moi, j'ai toujours dit le ministre du rite malikite. Parce qu'il s'agit d'un ministre d'un rite. C'est pas le ministre des Affaires religieuses. Un ministre des Affaires religieuses, il s'occupe des logistiques de toute Algérienne qui a une religion. Si je suis bouddhiste, je lui dis, monsieur le ministre, je suis bouddhiste, il me dit, oui, l'État va vous aider pour que vous puissiez pratiquer votre religion correctement. Un ministre des Affaires religieuses, c'est comme ça, c'est ça.
Ce n'est pas un ministre qui organise des séminaires pour un rite et qui fait la promotion de ce rite. Ça, c'est le rôle des adeptes de ce rite. Ils le font à leur compte, c'est pas aux frais de l'État. Bref, ils les poursuivent devant les juges. Parmi les charges, pourquoi? Parce que eux, ils pensent qu'il y a un deuxième prophète qui est arrivé après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer Mohammed. Ben, Jebsh, il n'a pas ramené un nouveau Coran, mais il a dit que moi, je reçois la révélation pour vous dire que vous avez très mal interprété le Coran, qu'il doit être interprété autrement. Il y a des gens qui ont cru à il s'appelle Mirza. Oui, ça les regarde. Tu ne vas pas sanctionner pour ça. Pour les défendre, on leur sort l'article 42 de la Constitution. Mais même pas en arabe. Parce qu'en français et en arabe, c'est pas la même chose. En arabe, c'est plus pointu. لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي. C'est-à-dire ce n'est même pas لا مساس بحرية الرأي. حرمة حرية الرأي وحرمة حرية المعتقد. Ils ajoutent un autre paragraphe تمارس شعائر الدينية في ظل احترام القانون. Quand on leur sort l'article 42, ils nous disent il y a le deuxième paragraphe qui dit تمارس شعائر الدينية في ظل احترام القانون. Comment ils expliquent ça? Il faut une loi pour que tu puisses faire la prière comme tu le veux. Or, le fond de ce dispositif, c'est quoi? C'est qu'il intéresse, si tu travailles dans l'administration, tu ne dois pas aller faire la prière et laisser le guichet vide. Tu ne peux pas pratiquer ta en gênant les autres. Tu dois trouver une solution pour ça. Il faut trouver quelqu'un qui te remplace. Quand Salat al-Jumu'ah, par exemple, vous le voyez tous, si vous êtes à Waqt Salat, vous voulez manger, s'il y a un restaurant ouvert et que le restaurateur est là, vous vous mettez à table, il vous dit non, je ne vous sers pas Waqt Salat. Mais alors pourquoi tu ne sers pas? C'est débile, je trouve ça débile. Ou la pire des formes, c'est quand les gens sortent faire la prière en fermant la rue. C'est une violation à la loi. Ou là, il fait son burst, le haut-parleur par là. Il me gêne. Est-ce que moi, si je veux faire la fête, la musique, je mets le haut-parleur là, voilà, non. Je fais dans une salle. Toi, tu vas faire ça dans une salle. Ceux qui sont intéressés par le discours, moi, ça m'arrive d'être intéressé par un cheikh, et j'écoute, et je veux pas que les gens me dérangent quand j'écoute. Mais il n'est pas question que tu me poses ça le haut-parleur, c'est ça. Tu pratiques la religion telle, mais tu respectes la loi. Tu ne dois pas gêner les autres. Il est interprété. Il y a beaucoup de textes comme ça. Ils sont interprétés à l'inverse. Et on dit que tu n'as pas le droit d'être ahmadi avant que je te l'autorise. Il te faut une loi pour faire ça. C'est faux, c'est complètement faux. Donc, la question des droits et libertés, on est très, 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 très loin. Pourquoi je vous dis ça? À partir du moment que les hommes de loi eux-mêmes souffrent de restrictions. Alors, je prends le reste. Les syndicalistes, quand ils veulent faire une grève, c'est le tribunal administratif qui leur dit que cette grève est interdite, alors que la Constitution dit que le droit de la grève est garanti par la Constitution. Pourquoi un tribunal interdirait, en violation de la loi, un droit légal? Il n'y a pas une seule grève qui a été qui n'a pas été autorisée par la justice. Ça, c'est un autre volet très
M. Abdelli, le système veut, bien sûr, le système, il faut qu'on comprenne une chose. Un système qui génère des avantages énormes. Le système algérien, les avantages générés par le système politique algérien aux individus qui arrivent à avoir une place dans ce système. Bien sûr, en contrepartie d'abandonner leur dignité. Mais ils ont des avantages politiques et matériels énormes. C'est des avantages que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Une autorité presque absolue vers le bas. C'est-à-dire, puis vous montez, vous pouvez décider pour ceux qui sont tête sans rendre compte, mais vous pouvez subir ceux qui sont plus haut que vous. De la même manière, vous subissez l'arbitraire et vous le reproduisez vers le bas. Donc ça reste un avantage quand même, parce que bon, c'est pour ça que je vous dis, vous perdez votre dignité, vous pouvez. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné, vous pouvez perdre votre dignité pour pouvoir pratiquer cet abus d'autorité et tous les avantages matériels que vous pouvez gagner. Un système comme ça, n'imaginez pas que quand on sort 5 ou 6 ou 10 ou 11 ou 20 vendredis, il vous dit, ah oui, bon, vous n'êtes pas d'accord, allez, au revoir. C'est tout à fait normal qu'il va résister. Il va nous montrer des formes de résistance terribles. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, c'est une dynamique et j'espère qu'on arrivera à la révolution. Parce qu'en fait, la révolution, c'est quoi? La révolution, selon certains amis de l'ex-Pax avec qui j'ai la chance de discuter souvent, eux, ils ont beaucoup de notions comme ça intéressantes. La révolution, en fait, c'est un stade de rupture. Et des ruptures totales. Il n'y a pas de négociation dans un système révolutionnaire. On ne négocie rien quand on est en révolution. On rejette tout. Or, maintenant, la rue, c'est la rue qui demande le pouvoir de négocier. Et aux révolutions, c'est une rupture totale. Parce qu'on arrive au stade de révolution quand il n'y a plus de confiance. Et dans une révolution, il y a une résistance à la révolution, ce qu'on appelle après la contre-révolution. Et moi j'ai dit, le deuxième ou la troisième vendredi, j'ai dit, on va peut-être voir en Algérie une révolution et une contre-révolution se tenir la main et marcher ensemble. Parce que d'habitude, la contre-révolution arrive après. Quand on achève ce qu'on a à faire, la contre-révolution essaie de récupérer. Mais nous, on est en train de voir, on n'est même pas encore dans la révolution. Que la résistance du pouvoir, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit, les avantages sont énormes. Et c'est tout à fait normal que le pouvoir résiste. Il y a tout l'article 102. Vous pensez que quand il a dit l'article 102, c'est parce qu'il risquait de tomber 20 jours avant la démission de Bouteflika, puisqu'il n'y avait pas, c'était le piège, Bouteflika avait annulé les élections. Donc, c'était imprévu par la Constitution qu'un mandat présidentiel prenne fin sans qu'il y ait d'élection. C'est le vide. Et c'est l'effondrement du système, de tout le dispositif constitutionnel. Là, on aurait eu la chance de dire il n'y a plus de république, maintenant on va s'organiser et on est tous au même pied d'égalité. C'est-à-dire, il n'y a plus d'élection, aucun pouvoir n'est justifié. Et la ruse, c'était, bon, ils ont donné ces 90 jours plus 47 jours en relation avec l'article 102 pour essayer de trouver, ça rentre dans le cadre de la résistance. Et vous avez raison, le système est en train d'essayer de changer sa peau et de faire un lifting nouveau, et c'est beaucoup plus dangereux que le système lui-même, le système tel qu'on le connaît.
parce qu'ils vont nous héberner au moins pour une décennie, au moins. Donc, tout à fait, il est question, je pense que la rue prenne en charge cette dynamique d'une façon sérieuse et entame la véritable révolution pour poser le vrai problème de fond, qui est le problème d'une gestion de la société d'une façon authentique et avec les instruments les plus modernes possibles. Bon, pour l'argent, comment on peut récupérer l'argent? C'est simple, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, il y a presque, au niveau mondial, il y a presque un consensus sur cette question de rendre l'argent mal acquis à ses propriétaires d'une manière ou d'une autre. Il y a même, j'ai lu ça hier, des banques suisses, là où les gens mettent le plus gros de leur pognon, ont fait une loi qui dit que si un peuple demande la restitution de l'argent de ses dirigeants, les Suisses doivent répondre, parce qu'au début c'était le secret bancaire qui gênait beaucoup, et les Suisses, ils ont décidé, il y a une loi qui permet. Bon, bien sûr, il y a des mécanismes, il y a tout ça, mais bon, vous savez, quand vous perdez quelque chose comme 1000 milliards de dollars, c'est énorme. On m'a dit que la Chine a conquis l'Afrique entière avec 250 milliards de dollars. Et on m'a dit que l'Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale avec l'équivalent de 360 milliards de dollars. Actuelle, valeur actuelle, calculée à la valeur actuelle. Alors vous voyez, reconstruire l'Europe et conquérir l'Afrique, où ils étaient prêts à ça. Je crois que des sommes comme ça, si on ne peut pas les récupérer entières, on peut récupérer une bonne partie. Une bonne partie. Bon, c'est une question technique, il y a des spécialistes dans ce domaine. Moi, je sais que sur le plan légal, il y a possibilité. Nous avons vu beaucoup de dirigeants qui ont vu leurs biens restitués, au moins une partie. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies, la traçabilité est facile. Et la question c'était posé à l'époque de Bourdin à l'époque, c'est très facile à dire. Vous prenez n'importe quel responsable, la fortune qu'il a, le salaire qu'il avait, et vous faites le calcul, la différence, c'est du vent. C'est tout. Pourquoi les conférences sont interdites? On est toujours dans le même système. À mon sens, à mon avis, je crois que tout est encore interdit. Pas seulement les conférences. C'est vrai que la Kabylie a une avance parce que, et je souhaiterais vraiment que la Kabylie garde, parce que moi je pense que, j'espère que je me trompe, je pense que l'élan de liberté qui a soufflé sur la Kabylie comme dans les années 90 commence un peu à s'essouffler. Et j'aimerais que je souhaiterais que je me sois trompé sur ça. Mais j'aime pourquoi? Parce que la Kabylie, c'est une région, traditionnellement, depuis la période coloniale, c'est une région où c'est une région d'avant-garde de toutes les dynamiques de révolte et de lutte pour les libertés et les droits, etc. Le syndicalisme est parti à partir de la Kabylie. Les partis politiques, les seuls partis politiques qui ont dit non au pouvoir, c'est des partis qui l'ont dit en Kabylie, et c'est des partis issus de la Kabylie. Donc, je souhaiterais que ça continue et que ça prenne d'autres formes et que ça devienne contagieux pour les autres régions. Les autres régions, bien sûr, pour des raisons historiques, ça reste des régions où
il n'y a pas encore l'éveil. Vous prenez la cabine. C'est pour ça que rien ne bouge encore. À part les vendredis, au lieu de faire la prière de vendredi, on fait les marches. C'est quand même un peu mieux que d'aller dormir dans les yeux. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour la prière, je n'ai rien contre la religion, mais je trouve aberrant d'aller écouter un discours qui peut dater de plusieurs siècles et de ne pas aller sur le trottoir parler de choses contemporaines. C'est déjà quelque chose de bien. Mais à part ça, je pense que rien n'a encore changé. Le jeune qui a dit Ibn Hawga, il a dit des pions. Donc avant de dire Ibn Hawga, il dit c'est ce qui est en train de se passer. Même s'ils mettent Toufiq en prison et je ne sais pas qui et d'autres, Saïd, ça peut être un événement. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a un système dans un régime politique. Il y a tout un régime, et nous savons depuis 62 une équipe qui vient et qui chasse l'autre, qui met des têtes en prison et qui prend sa place, mais c'est le même régime qui continue. Donc c'est des clans, c'est un système à l'intérieur des régimes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut remettre en cause la forme d'organisation, etc. Vous dites le fédéralisme. J'ai dit que l'organisation de l'État sous forme jacobin ne convient pas aux Algériens. Avant d'aller dans les terminologies, parce que bon, maintenant, si on va dire fédéralisme, il y a d'autres qui vont vous dire non, régionalisme élargi, d'autres qui vont vous dire d'autres choses, mais je m'en fous. Moi, il faut que le peuple ait le droit de choisir ses représentants. On doit trouver la forme qui convient. À l'époque de la Révolution, le découpage qui avait été fait, c'est un découpage qui convient aux Algériens. Si wilaya, je crois, ou si région, je ne sais pas comment ils appellent ça, et il y avait une autonomie totale de chaque wilaya, ou la région. Ils étaient totalement autonomes. Il y avait juste un conseil de coordination. C'est pour ça que ça a marché. Pourquoi on ne fait pas la même chose ou quelque chose qui ressemble beaucoup à ça? Ça, c'était pour gérer la guerre. Bon, ils ont trouvé les mécanismes pour gérer une guerre. Mais pour gérer la chose de tous les jours, c'est encore plus compliqué, mais le principe de base, c'est de faire participer la population. C'est pas de faire participer. Encore, quand on dit faire participer, c'est-à-dire on détient quelque chose et on fait participer. Non. Il faudrait que ça soit issu de la population. Il faudrait que ça soit la population qui décide. C'est pour ça qu'il faut ouvrir des débats. Si c'est le système fédéral qui convient, pourquoi pas? Et si, mieux que ça, si le système fédéral ne doit pas se limiter aux limites de l'Algérie actuelle, pourquoi ne pas aller vers un ensemble régional tel que l'Afrique du Nord? Parce que, attention, le Maghreb c'est né après, hein, parce qu'à l'époque du colonialisme, on parlait de l'Afrique du Nord. L'étoile nord-africaine, et c'est pendant les années 60 que l'idée du Maghreb. C'est pas par rejet de quoi que ce soit, parce que notre seule appartenance authentique sur le plan géographique, c'est l'Afrique. C'est rien d'autre que l'Afrique. Et je pense qu'on a tourné le dos à l'Afrique. Soit on se tourne vers l'Europe, soit on se tourne vers l'Orient. Et on oublie qu'on est africain. D'ailleurs, quand on voit les migrants qui viennent des pays du Sahel, on dit les Africains.
Vous êtes des Américains. On est avant tout africain. On est africain. Et le mot Afrique, c'est justement est parti de l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord qui a donné, je crois que c'était la Tunisie qui était connue pour, à l'époque, on appelait l'Afrique, et puis de là, c'est toute l'Afrique qui a pris. Donc on est avant tout africain. Mais on ne doit être rien d'autre qu'africain. Puis ce qu'on est à l'intérieur de chacune de nos. Je pense qu'il est temps de penser profondément à une nouvelle organisation, effectivement, qui convient, comme je l'ai dit, aux Algériens, aux gens de l'Afrique du Nord de façon générale. Pourquoi ne pas créer un sous-ensemble intéressant qui regrouperait tous les gens. Je pense moi qu'on a beaucoup de points communs, même avec les Égyptiens. De l'Égypte jusqu'au Maroc, et on descend même au nord des pays du Sahel, on a beaucoup de choses communes qu'on peut partager. On a des différences, mais on a beaucoup de choses communes qu'on peut partager pour construire un ensemble intéressant que ce qu'on peut avoir avec les pays du Moyen-Orient ou de l'Arabie. C'est une autre forme de pensée, c'est une autre forme. On les respecte et ils doivent nous respecter aussi, mais on n'a pas beaucoup de choses en commun. Pourquoi à l'école, quand je vais à l'école, on m'apprend l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de l'islam, l'histoire de la guerre d'Algérie ou de la Révolution? Pourquoi j'apprends rien sur ma région? Je ne connais rien de ma région. On ne m'a rien appris à l'école de ma région. Je connais le monde entier, mais je ne connais pas ma région. C'est pas normal, ça. Une organisation d'État qui ne m'apprend pas mes origines, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Il faudrait qu'elle trouve autre chose. Je pense déjà, pour parler d'une nouvelle ou d'une deuxième, il faut avoir une république. Très loin d'avoir une république. On a n'importe quoi sur une république. Alors, intéressons-nous à trouver la république ou n'importe quelle autre forme d'État. Même si ce n'est pas une république. Moi, ça sera mon point de vue personnel. Il ne faut pas nous complexer avec les terminologies. Trouvez-nous une forme d'État démocratique, c'est ce qui est intéressant, qui garantit toutes les libertés. Donnez-lui l'appellation que vous voulez, mais qui nous garantisse la démocratie et les libertés. Le reste, Monsieur Malek. Bon, vous posez des questions, les représentants de cette révolte, ou ce que vous voulez l'appeler. Et puis vous dites, c'est quoi la révolte qui se transforme en révolution et comment, sur le plan pratique, ce qu'il faut faire, etc. Moi, ce que j'ai dit que il est possible que cette dynamique soit provoquée de quelque part. Il y a des gens qui disent ça. Et moi je dis que c'est possible. Et que moi je m'en fous que ça soit provoqué, on va essayer de profiter de cette dynamique pour la transformer en révolution. Je n'ai pas dit une révolte qui se transforme en révolution. J'ai dit une dynamique, il y a une dynamique, c'est certain. Et j'ai dit que si la population pouvait transformer cette dynamique en révolution. Et c'est quoi la révolution? La révolution, c'est pas le temps. La révolution, l'esprit révolutionnaire, des gens le définissent comme ça. C'est l'esprit qui marque une rupture totale avec le système qui gouverne. Ils le rejettent. On n'en est pas encore là. Du moment que les gens cherchent qui va représenter Hadou, représenter pourquoi? Pour aller négocier. Négocier avec un pouvoir qu'on rejette. Le pouvoir, il veut nous créer un complexe. Il nous dit, quand vous dites Hirohoga, c'est pas possible. Pourquoi ça serait pas possible chez Hirohoga?
il faut qu'il y ait le hukam. Justement, c'est ça la révolution. Et gars, c'est quoi, gars? C'est des symboles c'est des symboles d'une autorité. Le gouvernement, les chefs de corps de sécurité, les représentants de l'État au niveau local, c'est-à-dire les wali, les chefs de daïra, ne sont pas élus. Les présidents de cour, les procureurs généraux, les présidents de tribunaux, les procureurs de la République. Sur la symbolique, si ces gens-là qui représentent l'autorité quittaient leur poste, ça nous mettra dans une atmosphère de révolution. C'est-à-dire qu'on va vers un changement. Maintenant, quand vous changez cette équipe dirigeante qui symbolise l'autorité par une autre équipe qui peut être leur adjoint, mais bon, pour le gouvernement, il faut trouver un gouvernement qui n'est pas issu du régime. Il peut même être un petit gouvernement pour juste trouver la façon de reconstruire et de lancer la réflexion, etc. Le reste, ils vont occuper des postes pour les affaires courantes. Après, il faut qu'il y ait cette justice de transition pour ouvrir tous les dossiers actuels, etc. Celui qui, par exemple, moi j'ai un problème avec le procureur général de Gherdaya, je ramène mon dossier, voilà ce qu'il a fait. Il y a des faits, il faut que j'ai des garanties que si le bonhomme a abusé de son autorité et s'il est corrompu, il faut qu'il soit sanctionné. C'est tout. Qu'il soit ministre, wali, ramenez-moi des faits. C'est ça la première phase pour rétablir la confiance. Ça, c'est la phase à plusieurs jours. Et c'est ça la rupture, c'est-à-dire le peuple. Quand il dit, ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé dans plusieurs pays. Bon, je ne parle pas de là où c'était l'Égypte et, je crois, l'Égypte et la Libye, c'était dopé. C'est les pays du Golfe qui ont dopé. Ça n'a pas marché. La Syrie, etc. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup de dopage. Manipulation de l'extérieur, du régime et des opposants, etc. Et ça s'est mal terminé. Mais en Tunisie, il y avait moins de dopage. Il y avait des tentatives, mais il y avait moins de dopage. Mais ce qui est intéressant, moi j'ai beaucoup voyagé en Tunisie de 2012 à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de déplacements en Tunisie, je me suis intéressé à cette expérience. Il y a cette révolte, cette révolution, c'est-à-dire il y a eu la rupture, malgré que maintenant ils ont subi la contre-révolution, les islamistes qui essaient de se passer, etc. Mais quelque chose s'est passé d'intéressant en Tunisie. J'ai lu la nouvelle constitution tunisienne. Elle consacre la séparation des pouvoirs. C'est une séparation totale des pouvoirs. Sur le plan de disposition légale, c'est quelque chose de très intéressant. Même comment la Constitution a été votée en Tunisie, c'est quelque chose de très intéressant. Elle a été votée article par article. Ne me donne pas une Constitution en blanc et tu me dis que tu la votes comme elle est. Non. Discuter article par article, amender article par article, adopter article par article. Allez, maintenant, il est tout à fait normal, c'est comme si vous déplacez un arbre de son endroit vers un autre endroit. Les premiers moments, il belle avant de bien prendre. C'est tout à fait normal qu'il y ait en Tunisie des tentatives de contre-révolution, de récupération, etc. Mais moi je pense que le dispositif légal que les Tunisiens ont réussi à mettre en place peut être un moyen important, intéressant, qui peut protéger un peu ce changement, qu'il puisse aller vers un État moderne. D'ailleurs, ce sont les gens à qui on reproche de faire partie de l'ancienne génération qui lancent des débats intéressants. L'égalité dans l'héritage, par exemple. C'est un débat qui est devenu normal, courant.
Et je n'écarte pas que les Tunisiens puissent arriver à un résultat très important. Dans ce domaine, par exemple, c'est une question de fond. Est-ce qu'on peut nous lancer des questions comme ça en Algérie? Jamais. Je sais qu'ils peuvent te tuer. Ça va pas. On est très loin de pouvoir installer un climat qui puisse nous permettre de lancer des débats de fond de cette importance. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais je dis que l'expérience tunisienne, elle est très importante. Il faudrait qu'on s'intéresse pour essayer de faire comme eux, sinon mieux. Je vous ai donné deux exemples. Une constitution qui consacre la séparation des pouvoirs et une constitution adoptée, discutée article par article, votée article et adoptée article par article. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Je ne pense pas qu'on soit dans un état... je ne pense pas actuellement, dans l'état actuel des choses, qu'on soit capable de faire ne serait-ce que ce qu'on fait les Tunisiens. Moi, mon inspiration, c'est de faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, je dis. C'est-à-dire, si je donne des valeurs, je dirais que ce qu'on pourrait faire, les Tunisiens, peut-être on en fait 10%. C'est déjà quelque chose de bien. Nous, on peut faire beaucoup plus. Pourquoi on peut faire beaucoup plus? Parce qu'on peut bénéficier de notre expérience et de l'expérience du Tunisien et d'autres expériences dans d'autres cieux. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des systèmes politiques déjà dépassés. Donc, la révolte, la révolution, moi j'ai pas dit qu'on doit passer de la révolte à la révolution, j'ai dit qu'on passe de la dynamique vers une révolution. C'est quoi la révolution? C'est une rupture. Rupture totale avec le système. Je pense, écoutez, il y a des gens qui peuvent me prendre pour un extrémiste. Je m'en fous, mais c'est mes convictions. Je pense que ce système politique ne nous convient pas du tout. Il y a quelqu'un qui a dit que si on ramenait un certain Almas expert dans l'économie, je l'ai vu dans une vidéo, ça m'a plu. Il aura dit, écoutez, si on ramène des experts dans le domaine de la destruction des sociétés et qu'on les paye pour détruire l'Algérie, ils n'auraient pas mieux fait. Ce qu'a fait ce régime, c'est désastreux. Donc, je pense qu'il faut une rupture totale. Il faut aller vers quelque chose qui nous convient. Oublions cet état jacobin qui nous est importé de la France, qui ne nous convient pas du tout, qui ne convient même plus aux Français. Là, on est différents. On n'est ni européens, ni orientaux, ni rien du tout. On est des Algériens. Il faudrait qu'on se construise selon nos authenticités. Arrêtons d'avoir des complexes. Pour les gens qui veulent justement faire la promotion de certaines... Maintenant, si je viens à la deuxième question, par l'Ibrahim, etc., tout ce qui se trouve là. Bon, dans cette dynamique qui n'est pas encore passée au stade selon mon point de vue, il n'est pas encore passé au stade de révolution. Il y a deux choses. On peut observer la résistance du système politique en place, mais on peut observer aussi les parasites venus de gens qui pensent pouvoir récupérer, comme ça a été récupéré en 88, juste après. J'ai rien contre les religions, pas la religion. Mais personne ne peut me faire admettre qu'avec une religion, on peut régler des problèmes politiques ou sociaux. Et ça, la religion, c'est pour aller au paradis. C'est pas pour construire un hôpital, ou une école, ou faire la promotion de, je ne sais pas. J'ai besoin... La politique, c'est très simple. J'ai des problèmes collectifs, on vit dans une collectivité. On a des problèmes de collectivité.
on discute entre nous quelles sont les ressources, qui sont les meilleurs pour pouvoir régler ces problèmes de collectivité. C'est vraiment technique. Alors, maintenant, il y a des programmes politiques, socialistes, capitalistes, je ne sais pas quoi d'autre encore, qui vous disent, nous, avec ce programme politique, on peut mobiliser des ressources et des compétences et on peut régler des problèmes. C'est ça la politique. C'est pas voter عليه باش تروح للجنة ولا تكل على ربي ولا حسبي الله ونعم الوكيل. Ça c'est entre moi et le bon Dieu. Je suis musulman, je suis pratiquant, je ne suis pas obligé de le dire. C'est vrai et je n'aime pas que les gens disent ils respectent pas la religion, parce que c'est des affaires privées, mais c'est pas la religion qui peut régler des problèmes politiques. On ne peut pas se mettre sous le drapeau d'une religion, quelle qu'elle soit cette religion, pour dire qu'on va régler un problème politique. Non, la politique, c'est de la politique. C'est un programme qui, avec des instruments de mesure neutres, qui ne sont ni sous contrôle de l'État, ni sous contrôle de ceux qui sont dans l'opposition, qui nous donnent des valeurs. Voilà tel problème social, il y a telle équipe qui prend le pouvoir, elle agit pendant 4 ou 5 ans, et puis on voit les instruments de mesure. Ça nous dit que le taux de chômage a monté ou a baissé, ça nous dit que tel et tel phénomène, voilà comment qu'ils ont. Et puis ça nous donne les raisons. C'est vrai qu'il y a eu baisse parce qu'il y a des facteurs objectifs ou des subjectifs, etc. Et puis des débats. Et suite au débat, le peuple fait son choix. Si on n'est pas dans cette logique, est-ce qu'on est dans cette logique? Mais pas du tout. وين على بالنا حنا لو دينار هذا اللي راهم يقولوا لنا يتصرف ب 22 ولا بشحال في بورسعيد اسكو سي صافي سي صافي فالور والله ما على بالنا. Moi j'ai discuté avec des responsables de la Banque d'Algérie qui ont dit la valeur du dinar c'est une valeur administrée locale donc ça sera le désastre. Et puis le taux de chômage et le niveau de mendicité, les maladies dangereuses, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on nous apprend dans les écoles, les médias. Pourquoi les médias sont contrôlés? Pourquoi dégage? Pourquoi je vois dans la presse qu'on appelle maintenant la presse indépendante? C'est timidement qu'on le dit. Mais c'est un système qui ne convient pas. Il faut qu'il change, et pour changer, il faut une rupture totale. C'est une rupture totale. C'est ça la révolution. Ibrahimi, bon, il peut être l'ulama, il peut être tout ce qu'il veut. Et Assi Wahdi, il a 88 ans. J'ai 56 ans, je vous jure, j'ai vu mon nom dans une liste de 30 à 40. Et j'ai dit, je ne veux plus voir mon nom. D'abord, je ne suis pas compétent pour gérer. Moi, je suis quelqu'un qui critique. Moi, j'ai dit, c'est comme un tableau de bord. Je suis une lampe rouge. Mais qu'est-ce que c'est que c'est tout. J'apporte pas de solution. Moi, je veux pas. Arrêtons d'être prétentieux. C'est pas que si je suis un bon avocat, bon, je ne sais pas si je suis un bon avocat. Si je suis un avocat, ça ne veut pas dire que je peux être forcément président, ou le ministre, ou le dirigeant. Il faut que je connais dit fait place mais le problème est qu'est-ce qui ne va pas et comment qu'il faut qu'on s'organise ensuite. Moi je propose une chose. Je propose une chose. Tous ceux qui vont participer à la nouvelle organisation, ils prennent la retraite dès que cette organisation est mise sur pied. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se précipiter. Allez, c'est dit. Alors, oui, on a 1000, 2000, on l'organise et rentrez chez vous. Et vous ne serez jamais convoqué pour une responsabilité. Vous allez voir que s'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser. C'est pas, non.
Le problème de fond, c'est que quand on dit le peuple est souverain, il faut que le peuple soit vraiment souverain. Vous savez, la seule chose positive dans cette dynamique actuellement, c'est quoi? On a l'impression, parce que dans un des discours de Gaïd, il attaque directement Toufir. Puis des gens qui vous disent Toufir, c'est lui qui est derrière cette hirak. D'accord? Je m'en fous, moi je ne suis pas dans leur logique. Mais dès que le pouvoir s'est scindé en deux, les deux respectent le peuple et des droits. Vous voyez, c'est quoi la séparation entre les pouvoirs? Moi, je voudrais qu'il y ait un pouvoir. Faire trois pôles, ou donc les trois pôles, ils se font la guerre tout le temps. Mais c'est ça la finalité. Moi, s'il y a une seule disposition qu'on doit mettre dans la Constitution, c'est un hirak qui soit constitutionnel. Un qui se met un discours à 8h de 20h, في télévision, تاع chef d'état-major, jamais ça l'a fait l'Algérie. سمعنا قال صالح قال voilà, on est sorti à côté de la composte. J'étais à 10h du soir, j'écris قال dégage, واحد لا جا, bon, tu as le droit de sortir et de crier, tu n'as pas besoin d'autorisation et des normes. Ça, c'est formidable. Il faut constitutionnaliser. C'est ça la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que Vous savez, à Al-Daïra, je vous donne cet exemple. Vous trouvez le wali avec le procureur général tout le temps ensemble. Ils font les affaires ensemble, je pense, etc. Alors ça. ويتفاهموا على لسان الشعب. Le wali, le Ghaddaïa, a fait un discours, j'ai publié, on me l'a ramené, je l'ai publié. Il a dit, c'est moi qui a ordonné, parce que moi, c'est pas le premier contrôle judiciaire que je subis. Ça, c'est le deuxième. En 2016, on m'a mis sous contrôle judiciaire, j'ai fait 8 mois, j'ai fait des allers-retours vers Ghaddaïa 1 fois par semaine. Maintenant, c'est 3 fois par semaine. Bon, c'était le wali qui avait ordonné au procureur général de faire ça. Et les gens trouvent ça normal. Il faudrait qu'on arrive dans un système politique où le wali يشوف procureur عنده والprocureur يشوف الولي عنده. Et le chef dirigeant يشوفهم كاع كيف هما يشوفوه كيما الشعب يشوفهم وهما يشوفوا الشعب. C'est en ce moment-là que le peuple peut être l'arbitre. لازم كاع يبكيو لنا وحنا نقولوا لهم انت عندك الحق وانت ما عندكش الحق. سي با البوبل اللي يروح يبكي عندهم وما كاع متفاهمين عليه. Voilà le système politique qui convient. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça le bon système politique. Qui va faire en sorte que le responsable يعس على خيالو كاش ما يقولوا او دار ولا il a fait un abus d'autorité ou là où يعس. En ce moment-là, vous allez voir que c'est pas n'importe qui va aller prendre une responsabilité. Ils vont vous dire, comme je vous le dis, moi, je ne suis pas compétent, je peux pas. Je peux pas. Ou celui qui va prendre une responsabilité va vous dire, je fais un mandat, je monte chez moi, sinon, mais c'est ça la chose publique, c'est ça. Tu ne cherches pas, t'es bien, je pense que c'est bon. Maintenant, le bed ici, vous voyez, je crois que le pouvoir a créé l'islamisme politique. Et moi, j'ai dit une fois une expression, j'ai dit qu'en 88, chaque fait le pouvoir a 8 cercles. Enfin, les gens du pouvoir, c'est 8 cercles. كي ناضوا 88 قالوا لهم بركات من السرقة. Et ils se sont réunis entre eux, قال maintenant on fait Faqulna, on entraîne Follet, Faqulna, donc ils vont faire des partis politiques. Ils vont proposer des hommes propres, là on va être relégué en deuxième position. Il faut trouver une solution à ça. On va leur créer des tueurs. On va leur faire vivre des tueurs, disons. Après, on va leur dire, maintenant, vous pouvez choisir entre les tueurs et les voleurs. Nous avons fait en 99. 99, et puis toute
Pendant 20 ans, vous comme chauffe. Sinon, ah oui, vous les tuer. C'est-à-dire que moi, je suis là, je vole, c'est pas grave. Mais, enfin, ils volent ou ils laissent voler, c'est pas grave. Mais si vous voulez pas nous laisser voler, vous allez avoir des tueurs. Bon, il est clair qu'il n'est pas permis aux islamistes de s'exprimer pendant ce hirak. Il est clair qu'il n'aurait pas permis de s'exprimer. Alors, ils lancent des codes. Pour ne pas dire islam, ils disent Badis. Ça, Badis, on voit l'islam. C'est mon interprétation. Ibrahimi et le Badis, c'est l'islamisme. Donc, c'est une façon de dire qu'on est là, qu'on doit exister. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. J'ai dit au début, on sait ce qu'on ne veut pas. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pas, à mon sens, un État islamique ne convient pas aux Algériens. C'est un État moderne qui nous convient, avec des valeurs universelles. Attention, les valeurs universelles, ce n'est pas des valeurs occidentales. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire la main étrangère ou du France. Non. C'est des valeurs universelles. C'est la synthèse de toute l'histoire de l'humanité. Chacun a apporté quelque chose. Sur la base de ces valeurs-là, que des sociétés modernes se sont construites, et je pense qu'on a le droit de s'inspirer de ces valeurs universelles pour construire une société moderne qui nous convient à nous aussi. Comme le mot de la fin, c'est juste pour m'excuser encore une fois. J'espère que vous avez compris pourquoi toutes les contraintes que je subis, donc je pars tout de suite maintenant. Et je dois rentrer demain soir. Et j'espère, je suis très honoré d'avoir participé à ce débat. Et j'espère avoir l'occasion de participer à d'autres débats. Inch'Allah.